on le voit. Parfait, très bien. Bien, ben, je vais avoir le plaisir de vous accompagner sur les quelques minutes qui suivent sur un sujet passionnant qui est celui donc des ventes indirectes dans le cadre de l'international. Donc, comment développer votre entreprise à l'international via un réseau de partenaires commerciaux. Alors, en préambule, je voudrais me présenter très rapidement. Moi, j'ai monté ma société de conseil sur les ventes indirectes il y a 17 ans. Sur la base de mon expérience personnelle, j'ai découvert les partenariats chez Digital Equipment, qui était un des leaders mondiaux de l'informatique. Ensuite, je suis passé chez IBM, je suis passé chez BEA et je suis passé chez SAP. Voilà. En termes d'expérience à l'international, j'ai dirigé donc tout un business d'informatique, de PC sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Je gérais une vingtaine de distributeurs sur 70 pays. Et puis ensuite, dans une autre expérience, une autre vie, j'étais patron des alliances et des ventes indirectes sur toute l'Europe. Voilà. Et donc, c'est un peu ce savoir-faire, cette expérience que je souhaiterais vous faire partager aujourd'hui. Et j'espère que je réussirai à vous convaincre de l'intérêt des ventes indirectes. Alors, voilà. Donc, mon objectif aujourd'hui, en toute humilité, c'est de vous sensibiliser aux bonnes pratiques partenariales à l'international, dans ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire. Et en termes d'agenda, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, alors attendez, je vais mettre mon petit pointeur, comme ça sera plus simple pour suivre tous ensemble. Je vous propose dans un premier temps de faire un zoom sur l'indirect, sur l'intérêt de l'indirect. Ensuite, on abordera un deuxième sujet qui est assez prégnant dans les boîtes, c'est à savoir, est-ce que pour attaquer un pays, j'y vais en direct? Est-ce que j'y vais à travers des partenaires? Est-ce que j'y vais en mode hybride? Donc, j'essaierai de vous donner quelques guidelines pour justement vous aider à prendre cette décision. Et puis, dans le dernier point, on regardera les points de vigilance sur les aspects stratégiques et opérationnels pour aller à l'international. Donc, on a un agenda assez dense et j'espère que nous allons respecter le timing. Alors, rapidement, qui nous sommes, mais je vais aller très vite. Donc, aujourd'hui, vous avez pigé que notre savoir-faire, il est dans les ventes indirectes, dans les alliances, et que nous accompagnons les boîtes pour structurer leurs ventes indirectes. Aujourd'hui, on a 150 clients. On a des clients de taille tout à fait différentes. On a des gros, on a comme Orange en France, que vous connaissez, on a IBM, etc. On a des clients historiques, c'est-à-dire des boîtes qui étaient sur un modèle qui existe depuis pas mal d'années et puis qui, à un moment donné, se sont rendus compte que, ayant atteint leur plafond de verre, il fallait qu'ils passent à l'indirect. Et puis, on a nos licornes, nos scale-up à la française, des boîtes donc en très fort, très fort développement. Et l'essentiel de ce développement se fait à l'international. Et puis, on a aussi des startups. Voilà. Bon, je ne vais pas insister davantage sur la présentation de la boîte, si ce n'est qu'en termes d'offres, si vous souhaitez structurer votre stratégie indirecte, eh bien, on a un atelier qui vous permet en quelques jours d'avoir tous les éléments nécessaires pour démarrer. On accompagne également nos clients sur les 3 ans qui suivent notre intervention. On a des cursus de formation dédiés aux alliance managers. Je pense qu'on est les seuls en France à avoir ça. Et puis, on a aussi des programmes d'audit pour, je dirais, benchmarker vos performances à l'aune d'une centaine de KPI. Alors, je démarre directement sur l'indirect en perspective pour qu'on soit tous au même niveau d'information. Déjà un chiffre, hein, l'indirect aujourd'hui, ça représente plus de 70% des transactions mondiales qui s'opèrent dans le monde, tous secteurs confondus. Donc, pour chacun dans votre secteur, je pense qu'il serait intéressant que vous ayez ce chiffre, de savoir un petit peu comment se positionne l'indirect. Donc, ce qui fait que vous ne pouvez pas négliger l'indirect. Alors, quelques définitions. Alors, donc, l'indirect, pour moi, c'est, on va d'abord définir les acteurs auxquels on va s'intéresser. Alors là, je vous dois toutes mes excuses pour les personnes qui ne sont pas du monde informatique.
J'utilise beaucoup de jargon provenant de l'informatique, mais je vous rassure, outre ce jargon, tout ce que je vais vous présenter, c'est basé sur du bon sens. Et comme le bon sens s'applique à tous les secteurs, j'espère que vous y retrouverez. Donc là, tout simplement, ce que je voulais vous définir dans un premier temps, c'était la notion de partenaires commerciaux. Partenaires commerciaux, ce sont toutes les entités qui sont susceptibles de relayer votre offre sur un plan commercial et puis aussi sur le plan après-vente. Okay. L'objectif, donc, vous avez ici, par exemple, les différents types de partenaires commerciaux qui existent dans l'IT. Je pense que chez vous également, dans votre secteur, vous en avez tout autant. L'idée ici, c'est une stratégie qui s'appelle l'encerclement du client. C'est faire en sorte que votre client entende parler de vous un maximum de fois, idéalement 7 fois, puisque ça, c'est une règle de la PNL qui signifie qu'au bout de 7 fois, le client, quand il a entendu parler 7 fois de vous, il prend son téléphone, il vous appelle pour en savoir un peu plus. Bon, voilà. L'idée, là, c'était surtout de vous montrer qu'on parle des partenaires commerciaux et non pas techniques. Alors, pourquoi opter pour l'indirect? Donc, je vous l'ai dit, ça représente de plus de 60% du business. Et c'est certainement le moyen le plus rapide, le moins cher et le moins risqué pour développer le chiffre d'affaires d'une boîte. Aujourd'hui, si vous voulez vous développer, vous avez 3 choix. Vous avez fusion-acquisition, mais il faut être riche. Vous avez la croissance interne organique, mais ça prend du temps, c'est risqué. Et puis, vous avez les ventes indirectes, qui sont le moyen le plus rapide, le moins cher. Et la preuve en est, c'est que tous les leaders du marché aujourd'hui ont opté pour des stratégies de vente indirecte. Donc, si on résume, si vous voulez, l'avantage des ventes indirectes, c'est ce petit baseline, hein, c'est être là où le client achète, puisque ça va vous permettre d'attaquer des pays où vous ne pourriez pas y aller en direct. Il y a un point qui est important en période spéciale que nous vivons avec le Covid, c'est que les ventes indirectes également vous permettent une externalisation du risque en cas de récession. Si vous avez une filiale dans un pays qui est atteint par exemple par le Covid, il va falloir replier la filiale, c'est relativement onéreux. Si vous avez des partenaires, je dirais que c'est le partenaire qui subit les désagréments du Covid. Voilà. Et puis, je voudrais vous faire la démonstration de la notion d'effet de levier qui, vis-à-vis des financiers, justifie largement la mise en place d'une stratégie de vente indirecte, que ce soit sur le pays domestique ou que ce soit à l'international. Alors, la démonstration elle est très simple, vous avez compris, vous allez comprendre facilement. Un channel manager, donc c'est la personne qui va gérer les partenaires commerciaux, va gérer en général, on va dire, entre 10 et 15 partenaires, okay, qui vont être disséminés dans les pays, qui vont être disséminés dans les régions. Chacun de ces partenaires, on va partir de l'hypothèse qu'il a au minimum 2 commerciaux. De manière générale, ça peut aller à 5, 10, 20. Mais prenons simplement une hypothèse basse de 2 commerciaux. Okay, et chacun de ces commerciaux vend 5 clients par an. Okay. Donc, ça vous fait au global, vous payez une ressource qui est le channel manager, okay, et ce channel manager va vous gérer 30 commerciaux qui vont travailler pour vous dans la nature et qui vont vous rapporter 150 clients. Donc, quand on compare la productivité d'un channel manager, qui est la ressource que vous payez, à celle d'un commercial direct, on dirait que la productivité est entre 8 et 10 fois supérieure. Voilà. C'est ce que je voulais vous démontrer, c'est l'intérêt de la vente indirecte versus la vente directe, parce que c'est un élément à prendre en considération. Alors, qui opte pour l'indirect? Vous avez compris, qui dit indirect dit volonté de développement rapide du chiffre d'affaires. Okay, et en général, nos clients, ils nous appellent à l'occasion du lancement d'une nouvelle offre, où ils ont un time to market très réduit, donc il faut aller vite. Développement à l'international, c'est le sujet qui nous anime aujourd'hui. Des sociétés qui viennent de lever des fonds, donc ils ont la pression de leurs financiers pour atteindre des objectifs de chiffre d'affaires. Et puis des sociétés également qui se sont aperçues qu'ils font de l'indirect, mais un petit peu comme M. Jourdain, de manière très pragmatique, très prosaïque.
et ils ont besoin d'industrialiser leur organisation. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est ces deux chiffres. Okay, c'est que l'indirect pèse 70% des transactions mondiales et que aujourd'hui, notamment dans l'informatique, c'est plus de 60%. Voilà, donc c'est incontournable, mais malheureusement, c'est relativement complexe. Okay, donc, quand on parle de vente indirecte, ça embrasse, je dirais, les fonctions suivantes. D'abord, il faut structurer la stratégie indirecte, que ce soit au niveau national ou international. Ensuite, il faut avoir une stratégie de recrutement des bons partenaires et de démarrage des partenaires. Alors, bien souvent, dans toutes les boîtes où je suis passé, on savait recruter les partenaires, mais on ne savait pas les démarrer. On savait pas les. Dans notre jargon, on appelle ça le onboarding. Moi, puisque c'est le centenaire de Napoléon, j'appelle ça les 100 jours de Napoléon. L'objectif, c'est qu'un partenaire que vous venez de recruter, vous avez que quelques mois, voire quelques semaines, pour le convaincre de travailler avec vous. Donc, il va falloir l'aider à signer une première affaire le plus rapidement possible pour les mettre sur le bon rail. Et ça, c'est souvent oublié. Ensuite, il faut engager vos partenaires. Vous savez, quand on parle des partenaires, on parle souvent de la loi de Pareto. C'est-à-dire que vous n'avez que 20% des partenaires qui vous rapportent 80% du business. Ça, c'est merveilleux. Ce qui est moins merveilleux, c'est que vous avez 80% des partenaires qui ne vous rapportent que 20% du business, mais qui vous consomment 80% de vos ressources. Ça, c'est moins bien, c'est à éviter. Et pour ce faire, il va falloir recruter des partenaires qui vont vous considérer comme stratégiques pour leur développement. Ça, c'est une des clés que je vous donne, surtout à l'international. Ensuite, il va falloir piloter le business avec vos partenaires, comme vous le pilotez avec vos commerciaux directs. Et puis, bien entendu, en permanence, il va falloir, en interne, je dirais, il va falloir que tous les services de votre entreprise soient impliqués par ces notions de vente indirecte, et surtout si vous allez à l'international. Alors, aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y avait 60% d'échecs dans les partenariats, essentiellement dû à des manques d'organisation, de structure, de volonté chez les fournisseurs. Il y a un autre chiffre aussi qui fait un peu peur, c'est que nos clients dans l'informatique, lorsqu'ils lancent un réseau de vente indirecte qui se débrouille par eux-mêmes, il faut attendre au minimum 3 ans avant que ce réseau commence à être réellement structuré. Voilà. Et ça aussi, c'est le troisième point est un élément à prendre en compte, surtout à l'international. Le coût de recrutement d'un partenaire, c'est-à-dire tout le temps que vous mettez pour l'aborder, le convaincre, etc. Et puis ensuite, tout le temps que vous mettez pour le démarrer, le mettre sur les bons rails, le former, l'assister, etc. Quand vous alignez les chiffres, on arrive à un montant supérieur à 20 000 euros. Et je pense qu'à niveau international, vous pouvez rajouter quelques coefficients supplémentaires dus au trajet et à la complexité de l'international. Voilà. Alors, je ne voulais pas vous affoler avec ces 60% d'échecs. Il y a moyen de limiter ces 60% d'échecs tout simplement en structurant un peu mieux votre approche, et surtout si vous allez à l'international. Alors, je vais vous donner déjà quelques clés issues de mon expérience. D'abord, pour réussir les ventes indirectes, et surtout à l'international, il faut une volonté de la direction générale. Quand je dis la direction générale, je parle du comité de direction. Okay. Donc, il vous faut l'appui du marketing, il vous faut l'appui du commercial, il faut l'appui du service, et il faut même l'appui de la R&D pour faire en sorte que vos produits soient channel ready. C'est le deuxième point. Alors, qu'est-ce qu'on entend par offre channel ready? Et ça, je pense, quel que soit votre domaine d'activité, les quatre clés que je vais vous donner sont valables. La première, il faut que l'offre soit robuste, okay, qu'il n'y ait pas de problème d'après-vente, parce que sinon vos revendeurs vont vite se décourager. La deuxième, alors ce n'est pas par ordre chronologique, hiérarchique, pardon. La deuxième raison, le deuxième facteur de réussite, c'est le fait que grâce à votre produit, le partenaire va pouvoir vendre sa propre valeur ajoutée. Par exemple, nous, dans l'informatique, on vend un logiciel.
eh bien, le partenaire, lui, derrière, il va pouvoir vendre ses services de paramétrage, d'installation, de déploiement, de formation, de maintenance et autres. Et c'est sur ces notions de service que le partenaire va prendre sa décision en vous choisissant. Parce que le produit que vous lui proposez, OK, il est beau, il est merveilleux, vous êtes tous convaincus, mais enfin, votre voisin, il est aussi beau que vous. Donc, ce qui va intéresser un partenaire, c'est plus l'aspect financier que l'aspect purement technologique que vous apportez au marché. La troisième clé, c'est la notion de easy to do business with. Okay? Que ce soit facile de faire du business avec vous, surtout pour un partenaire qui est à l'international. Donc, il faut qu'il ait facilement accès à toutes les informations dont il a besoin sur un plan commercial, sur un plan marketing, sur un plan technique. Il faut que le support soit réactif. Voilà, il faut que le partenaire sente que c'est facile, c'est sympa, vous êtes réactif, vous faites preuve d'empathie à son égard. La quatrième clé, quatrième facteur de succès, c'est la notoriété et à tout le moins la réputation. C'est plus facile pour un partenaire de revendre un produit qui est connu plutôt qu'un produit inconnu. Ça veut dire que si vous allez à l'international, prévoyez quand même un budget marketing pour faire un peu de push sur le marché, et créer votre notoriété. Voilà, le troisième point, c'est facteur critique, c'est la notion de rigueur, d'organisation, de méthodologie, d'outils. Et vous avez compris que c'est sur ce point-là que nous nous positionnons pour aider justement nos clients à mettre en place les bonnes pratiques partenariales. Le dernier point, je voudrais m'arrêter dessus, la notion de bon partenaire engagé. Vous vous souvenez de la loi de Pareto, hein, 80% des partenaires qui ne rapportent que 20% de business, mais qui vous consomment 80% de ressources. Ça, il faut absolument l'éviter, surtout à l'international. Donc, la clé, c'est d'engager peu de partenaires, je dis bien peu de partenaires, qui soient vos champions sur des pays, sur des régions, sur des secteurs, mais que ces partenaires soient engagés. Et donc, ils s'engagent sur un chiffre d'affaires à atteindre, une organisation à mettre en place, des activités marketing à produire. Et pour ce faire, il faut qu'ils vous considèrent, pour qu'ils s'engagent pleinement et sans aucune arrière-pensée, il faut qu'ils vous considèrent comme un booster, comme, je dirais, un déclencheur de leur croissance, de leur développement. Il faut qu'ils se disent, waouh, en travaillant avec tel fournisseur, d'ici 3 ans, je vais multiplier mon chiffre d'affaires par 1,5 ou par 2. Okay, et il faut que vous soyez à tout le moins dans le top 3 ou top 5 de leurs fournisseurs privilégiés. Voilà. Ça, c'est une règle d'or que nous mettons en place chez nos clients. Donc, je vous ai tracé un petit peu l'intérêt de vente indirecte et les points de vigilance. Maintenant, je voudrais vous mettre en perspective également le cycle de vie d'un partenariat, qu'il soit sur le marché domestique ou qu'il soit sur le marché international. Pour démarrer, il vous faut d'abord une stratégie claire en termes de recrutement et surtout par marché, par pays. Okay, suivant les pays, suivant la concurrence, etc. Combien me faut-il de partenaires? Quel est le profil des partenaires, etc. On va voir tout ça. Et puis, il vous faut surtout une proposition de valeur. La proposition de valeur, pour moi, c'est le document principal que vous devez utiliser pour convaincre les partenaires de travailler avec vous, puisque c'est à travers ce document que vous allez leur démontrer les perspectives financières sur 3 ans qu'ils vont gagner avec vous, non seulement avec la commission que vous leur reversez, mais ça, ce n'est pas le problème, mais surtout avec les services qu'ils vont pouvoir déployer autour de votre offre. Ensuite, il y a la phase de recrutement. Il y a la phase, les fameux 100 jours de Napoléon, hein, les onboarding, phase de démarrage. Et puis, il y a la phase de développement. Et puis, je vous ai mis à l'intérieur donc tous les process et tous les documents, tous les programmes qu'on doit utiliser dans ce contexte. Alors, nos convictions, elles sont fortes, hein, parce qu'elles sont basées sur 15 ans d'expérience auprès de 150 clients, plus mon expérience personnelle. Et c'est vrai que ce soit sur le plan domestique ou sur le plan international, et encore plus sur le plan international. Et ce que je vous demande de chacun d'entre vous, là, derrière votre écran,
c'est de réfléchir et de vous noter pratiquement sur 10 chacun de ces points. Est-ce qu'aujourd'hui, votre direction, comité de direction et tout le département de la société, donc R&D, services, marketing, etc., sont impliqués dans la stratégie de vente indirecte? 2, est-ce que vous avez une stratégie de distribution sélective? Sachant que la philosophie, c'est de dire qu'il vaut mieux peu de partenaires, mais des partenaires réellement engagés, réellement impliqués, okay, et qui soient vos champions sur les secteurs et les marchés que vous ciblez. Le contre-exemple, c'était celui d'IBM à l'époque où on était très riche, quand j'étais chez IBM, et on recrutait des partenaires à l'appel. Je me souviens, j'avais fait un tour de France une année, et je payais un tour d'hélicoptère aux partenaires qui signaient un contrat de partenariat. Donc, j'ai signé 2000 partenaires en 3 mois. J'étais monté sur le podium, applaudi, etc. Ben, je peux vous assurer que c'est une opération, certes, de public relations, mais sur les 2000 partenaires, si 3 ans plus tard, il en restait 50, c'était bien le bout du monde. Donc, peu de partenaires, mais des champions. Troisièmement, vous avez compris qu'un partenaire n'achète pas la beauté technologique de vos offres. Ce qu'il achète, c'est l'intérêt financier que votre offre va lui permettre de dégager. 4, la notion de partenaire stratégique. Encore une fois, les 20% de partenaires qui vous feront 80% du business, ce sont des partenaires qui vous considèrent comme stratégiques pour leur propre développement. 5, pilotage des partenaires. Les partenaires, ce sont comme de vos commerciaux. Si vous ne vous occupez pas d'eux, si vous ne leur mettez pas un peu de pression positive avec des business plans, avec des plans d'action, eh bien, ils vont vous oublier. Donc, il faut que vous soyez présent auprès de vos partenaires. Et là, il y a toute une gouvernance à mettre en place. Et surtout quand des partenaires à l'international, c'est business plan annuel, plan d'action trimestriel, revue de pipe mensuelle. C'est le minimum minimum que vous puissiez faire. Et puis soignez votre recrutement de partenaires. Okay, chez PAD, lorsqu'on intervient chez nos clients, on passe beaucoup de temps sur la définition du partenaire idéal. On a à peu près 7 grandes rubriques et on détermine le profil du partenaire idéal en fonction d'abord de son alignement stratégique, de sa taille, du nombre de clients qu'il a déjà, de ses compétences techniques, de sa force de frappe commerciale, de la culture d'entreprise, parce qu'il est important que vous partagiez les mêmes valeurs avec les partenaires. Sa santé financière et surtout à l'international. Donc voilà, donc on a un certain nombre de critères. Alors, le slide qui tue, c'est celui-là. C'est intitulé Are you channel ready? Okay. Ici, c'est le descriptif d'une organisation idéale qu'il faudrait mettre en place avant de partir à l'international. Voilà. Pour moi, ce sont les prérequis. Et je vous demande de vous noter sur chacun de ces points. On va les voir rapidement. D'abord, est-ce que votre stratégie indirecte est claire? Okay, à savoir quel marché vous voulez cibler. Par marché, j'attends à ce moment-là, dans un pays, le marché sectoriel ou la taille d'entreprise. Qu'est-ce que vous attendez des partenaires? Quel type de partenaire? Quelle organisation et quel budget? Ensuite, qui va gérer ces partenaires? Et comment? Donc, est-ce que vous avez aujourd'hui une ou deux personnes qui vont gérer ces partenaires à l'international? Est-ce que vous allez mettre à la disposition de ces partenaires un portail partenaire où ils vont trouver toutes les infos dont ils ont besoin? Est-ce qu'il y a un programme partenaire qui va engager justement ces partenaires sur des objectifs? Et est-ce qu'il y a un alignement de l'organisation, notamment au niveau du support? Et surtout lorsque vous avez des partenaires qui sont dans des pays à l'autre bout de la Terre, va se poser le problème des décalages horaires. Le point fondamental sur lequel vous ne devez pas transiger, c'est la notion de proposition de valeur. C'est ce fameux document qui reflète toute votre stratégie partenaire et que vous allez utiliser pour convaincre un partenaire de travailler avec vous parce que vous lui aurez mis en perspective les gains financiers qu'il pourra gagner avec vous.
Ensuite, le plan de recrutement. Alors ça, je ne doute pas que vous l'ayez. Okay, mais encore une fois, associé au plan de recrutement, le plan de démarrage, hein, les fameux 100 jours de Napoléon. Le programme partenaire, le Partner Sales Kit. Donc, c'est toutes les infos dont le Partner Sales Kit, c'est toutes les infos dont le partenaire a besoin pour être autonome. N'oubliez pas que l'objectif d'une vente indirecte, c'est pas faire à la place d'eux, c'est faire faire. Et c'est très compliqué de faire faire. Donc, il faut savoir déléguer, mais il faut savoir gérer, et il faut savoir aider. Et pour aider vos partenaires, vous devez leur mettre à disposition un Partner Sales Kit qui leur permettra d'avoir toutes les informations, tous les process, tous les programmes dont ils ont besoin pour être performants. Et puis, il vous faudra des contrats de partenariat. Alors, suivant les pays exotiques sur lesquels vous allez adresser, moi, je vous conseillerais de passer par des juristes. Okay, et dans tous les cas, il vous faudra des business plans annuels avec les partenaires, puisque ce sera votre feuille de route avec vos partenaires. Voilà. Donc là, vous avez le cadre nécessaire pour partir à l'international. Si vous manque quelques rubriques, mais si vous avez commencé, si vous avez entamé, je dirais, ces grandes orientations, c'est bon. Si vous n'avez pas, eh bien, écoutez, ici, je vous donne un petit peu le contenu de notre méthodologie. Alors, je ne veux pas vous ennuyer avec ça, hein, mais l'idée, tout simplement, c'est de vous expliquer quelles sont les composantes d'une stratégie de vente indirecte, que ce soit en France ou à l'international. Et vous devez systématiquement traiter chacun de ces sujets. Okay, donc, de la stratégie, le positionnement produit avec notamment l'adéquation de ce produit aux attentes des partenaires, l'organisation commerciale, la proposition de valeur avec l'attractivité financière, les programmes partenaires avec les engagements, la stratégie de recrutement avec le plan des 100 jours, l'organisation à mettre en place chez vous avec les outils de pilotage tels que portail partenaire et CRM, et puis aussi des moyens de vous assurer que le partenaire délivre correctement chez les clients. Donc, il va falloir mettre en place tous des process pour s'assurer que le partenaire donne entière satisfaction à ses clients. Et puis, bien entendu, le nerf de la guerre, le budget sur 3 ans, en fonction de justement votre investissement et de votre organisation. Pour info, chez la majeure partie de nos clients, le ROI d'une stratégie de vente indirecte est obtenu au courant de la 2e année. Donc, la première année, c'est une année d'investissement. La 2e année, ils atteignent le point mort. Et après, c'est que du bonheur. C'est du cash machine. Voilà. Donc, j'espère ne pas avoir été trop long. Maintenant, on va passer sur le go-to-market. Alors, bien souvent, on essaie d'opposer direct et indirect. J'aime pas trop ça parce que j'estime que ce sont des philosophies différentes. Donc ici, en mode direct, vous avez plusieurs façons d'aller à l'international. Un représentant salarié dans chaque pays, un agent commercial, un bureau de représentation, un rachat d'un partenaire, une filiale. Donc vous voyez par ordre de complexité. Et idem dans l'indirect, ici, je vous ai mis tous les types de partenaires avec lesquels vous pourriez contracter. Les critères de choix entre direct et indirect, pour moi, ils sont relativement simples. D'abord, il y a la notion de time to market. Si vous êtes pressé, si c'est urgent, si vous avez une carte de tir très courte, ben, optez pour l'indirect parce que c'est plus rapide que de mettre en place une filiale. Si vous êtes riche, vous pouvez vous permettre de partir en direct. Si vous avez une organisation qui est déjà familière avec la notion de l'indirect, avec les partenaires commerciaux, vous pouvez partir à ce moment-là sur l'indirect. Si vous avez des marchés ciblés qui sont exotiques, okay, ben partez sur l'indirect. Si vous avez une attractivité, si vous avez une offre suffisamment attractive, vous pouvez partir sur l'indirect. Donc, vous voyez qu'en fonction de tous ces critères, vous pouvez décider l'un ou l'autre. Alors, pour mémoire, je vous ai mis ici les avantages de mode de vente direct. Okay. Le gros avantage, c'est que vous contrôlez la totalité, bien entendu, des opérations,
que vous assurez une qualité de prestation à la hauteur de vos attentes et que vous allez pouvoir maîtriser le marché local. Okay. Les inconvénients, ben, c'est la notion essentiellement de coût, okay, puisque le point mort, il est atteint entre 3 et 5 ans. Et puis les risques, hein, fiscaux, les risques juridiques, les risques salariés. Voilà. Et un renversement de conjoncture, on l'a vu avec le Covid. Je vous donne un chiffre qui fait un peu peur et qui abonde dans le sens de l'indirect. 78% des entreprises qui partent à l'international directement en direct, en mode direct. Mais sur ces 78%, 70% abandonnent la deuxième année. Voilà. Donc ça fait réfléchir. Okay. Voilà. Donc notre recommandation, c'est de considérer à ce moment-là le direct comme l'étape ultime d'une approche à l'international. Commencez par l'indirect, faites votre apprentissage, améliorez votre courbe d'expérience et après vous passez sur l'indirect. Alors, l'indirect, donc vous avez vu les différents types de partenaires avec lesquels vous voulez bosser, mais encore faut-il savoir comment vous allez bosser avec eux. Donc, quel mode contractuel? Donc, mode d'alliance, mode de revente, mode d'OM, de marque blanche, des JV, des contrats d'apporteurs d'affaires. Okay. Dans tous les cas, il faut que vous respectiez ce qu'on a vu précédemment, la volonté de la direction générale, l'offre channel ready, l'alignement de l'organisation. Et notre recommandation, nous, c'est que vous partiez en indirect. Une fois que vous aurez fait déjà un premier test, vous aurez déjà structuré au niveau central, au niveau local, une première approche de vente indirecte. Et à ce moment-là, vous serez plus fort, ça sera beaucoup plus fluide, ça sera moins pénible pour partir à l'indirect. Et ça demandera un minimum d'investissement. Donc, en termes d'avantages, je vous les ai remis ici. Vous retrouvez la notion de délai de démarrage rapide, de démultiplication des compétences métiers et services sur chacun des pays. En cas de problème, possibilité d'arrêter le contrat. Okay. Et puis surtout, ça va vous permettre, les deux derniers points me paraissent importants, ça va vous permettre de mieux appréhender la culture de chacun des pays, le business de chacun des pays, pour préparer dans les années à venir l'ouverture d'une filiale. Voilà. Sur un plan financier, je ne vais pas insister sur l'effet de levier commercial, je vous l'ai démontré. Sachez que le ROI d'un partenaire, grosso modo, à l'international, il faut compter entre 18 et 24 mois. Et je vous ai donné 3 et 5 ans pour une stratégie de vente directe. Désolé pour ce tableau, mais il est issu de nos formations. Mais il est intéressant et je vais vous le commenter très rapidement. Ici, se pose la question de savoir quel mode de partenariat va-t-on sélectionner à l'indirect. Est-ce qu'on travaille simplement avec des apporteurs d'affaires? Est-ce qu'on travaille, on noue des alliances commerciales avec par exemple des intégrateurs, avec des installateurs et on va assurer ensemble une approche commerciale conjointe? Est-ce qu'on va rechercher des revendeurs qui vont assurer la totalité de la vente et de l'intégration, qui seront autonomes? Ça, c'est le nirvana, hein, c'est l'objectif majeur. Hein. Et puis, il y a des nouveaux canaux de distribution comme les marketplaces, okay, type IBM, type Microsoft et autres. Et puis, il y a la notion de marque blanche, la notion d'OEM, où vous êtes intégré dans un système beaucoup plus global. Voilà. Donc, je vous ai mis les objectifs, les types de partenaires, les avantages pour le client, les avantages pour vous, comment on rétribue les partenaires, la facilité de mise en place, voilà, et les conditions de… Je ne lis pas d'ailleurs, je ne sais pas ce que j'ai marqué. Donc, ça, je vous le soumettrai. Ce que je voudrais que vous reteniez comme message pour partir à l'international, pour une petite structure qui n'a pas forcément les moyens, allez-y progressivement et ça vous donnera le temps de structurer votre stratégie indirecte. Donc, commencez par mettre en place des apporteurs d'affaires dans les pays. Une fois que ça vous permettra un petit peu de vous sensibiliser à la culture du pays. Ensuite, vous pouvez passer sur une notion d'alliance commerciale, c'est-à-dire que vous assurez conjointement la vente avec votre partenaire, mais c'est le partenaire qui assure l'installation.
Ensuite, vous cherchez des revendeurs, des VAR, des revendeurs à valeur ajoutée qui vont assurer la totalité des opérations commerciales et techniques. Et puis ensuite, il y a la notion de marque blanche, de contrat OEM, qui est le NEC plus Ultra. Voilà. Allez-y progressivement. Ça vous permettra je dirais, optimiser vos investissements, d'apprendre sur le pays et de créer votre notoriété. Voilà, j'en ai fini avec le go-to-market. Ça me paraissait important d'aborder ce sujet parce qu'il est hautement stratégique et si vous n'êtes pas clair sur ce sujet-là, vous risquez de commettre des erreurs. Maintenant, on va voir comment mettre en place une stratégie de vente indirecte, de la méthode et encore de la méthode. Donc, le premier point, c'est la notion de channel ready au niveau du produit. Okay, donc, je vous l'ai dit, je vous le rappelle, hein, ici, je vous l'ai dit, il faut que l'offre soit robuste, génère de la profitabilité, soit easy to do business with et une bonne notoriété. Vous l'avez noté et vous êtes benchmarké par rapport à ça. Maintenant, quelles sont les spécificités à l'international? La première question que vous devez vous poser par rapport au pays que vous ciblez, c'est est-ce que mon produit a une valeur ajoutée différenciante par rapport à mes concurrents? Quel apport de valeur supplémentaire j'apporte à mes concurrents? Par rapport à mes concurrents, j'apporte aux cibles clients du pays que je vise. Ça, c'est une question, malheureusement, mon expérience montre que vous ne vous posez pas toujours. Deuxièmement, il va falloir localiser et adapter le produit aux réalités de chacun des pays, en fonction des devises, la formalisation des dates en informatique, les adaptations aux réglementations locales. Pardonnez-moi pour les non-informaticiens, mais aussi il y a les notions de connecteurs, d'API avec les éditeurs locaux, puisque dans ces pays, il y a des éditeurs locaux, donc il va falloir être compatible avec eux. Et puis il y a la doc, cette fameuse doc, ça c'est le point sensible de tous les éditeurs, c'est la mise à jour de cette documentation. Doc, c'est l'aspect technique, c'est l'aspect support, c'est l'aspect utilisateur, c'est l'aspect formation, okay, technique et commercial. Et l'idéal, il faudrait que ces documentations soient au minimum en langue locale, minimum en anglais. Il y a le support. Il va falloir envisager au niveau du support, en fonction des time zones, une disponibilité quasi permanente pour vos partenaires. Vérifiez aussi dans chacun des pays la protection de votre IP, donc la propriété intellectuelle, pour ne pas vous la faire chaparder. Et je pense notamment à certains pays comme l'Inde ou comme l'Asie. Okay. Et puis c'est notamment si vous avez du matériel à exporter avec la problématique des incoterms et compagnies, impliquer l'administration des ventes parce que eux, ils peuvent vous faire gagner, mais comme ils peuvent vous faire perdre aussi les affaires. Voilà. Ensuite, il y a la notion de marché. Donc, marché, il faut que vous soyez clair sur le marché adressable, okay, qui est différent du marché potentiel. Il faut que vous segmentiez votre marché par autant que faire se peut, de manière aussi granulaire que possible. Il faut que vous ayez défini votre client idéal. Qui c'est votre client idéal? Quelle est sa taille? Quels sont les bailleurs personnels qui vont prendre la décision? Quelles sont leurs peines? Quels sont leurs enjeux? Et comment vous y répondez? Okay, et comment ils s'y prennent pour arriver jusqu'à vous? C'est ce qu'on appelle le parcours client. Donc ça, c'est un grand classique, mais c'est rarement fait dans les sociétés, malheureusement. Alors, les points de vigilance à l'international, s'il vous plaît, avant d'aller dans un pays, regardez un petit peu ce que fait la concurrence. Okay, et regardez également l'écosystème, c'est-à-dire autour de votre produit, qu'est-ce qui gravite autour de votre produit et quels sont les acteurs qui sont présents. Je vous l'ai dit, mesurez l'impact de vos différenciateurs, de vos singularités sur chacun des pays. Okay, et puis ensuite, choisissez votre pays, vos pays cibles en fonction des différents critères. On pourrait penser par exemple que les US, c'est un pays fabuleux parce que le marché, il est hautement potentiel. Eh bien, que nenni, parce que les US, il y a tous les concurrents sont aux US
c'est un marché qui est hyper concurrentiel. Donc, ce n'est pas certain que vous puissiez… Le ticket d'entrée est très élevé. Donc, ce n'est pas certain que ce soit le meilleur choix. Il y a peut-être des pays qui sont à potentiel moindre, mais qui sont plus faciles d'accès. D'abord parce que peut-être plus proches et parce que les concurrents, ils sont moins nombreux. Vous voyez? Donc, il y a tous ces critères qu'il faut prendre en compte. Et nous, on y travaille dans nos ateliers avec nos clients. On sort 3 niveaux de priorité de pays à adresser. Donc, nos recommandations, c'est plutôt choisir des marchés de niche pour démarrer quand vous êtes petit, se focaliser sur un nombre limité de pays afin d'éviter la dispersion, démarrer sur les pays accessibles, ceux de la communauté européenne, tester ces marchés via des clients et via des partenaires technologiques, déjà, oui, de demander à ces gens-là quelles sont leurs expériences, et puis formaliser un business plan par marché ciblé, quoi. Il vous faut un plan de route, il vous faut une feuille de route par pays ciblé. Voilà pour les marchés. Donc, on a travaillé sur le produit, on a travaillé sur les marchés. Maintenant, on est capable de définir les partenaires avec lesquels on veut bosser. Okay? Alors, il est clair que, suivant vos offres, vous allez travailler avec des profils de partenaires différents. Je m'explique. Si vous avez des offres très simples à vendre, vous allez travailler avec des revendeurs. Okay? Si vous avez des offres relativement complexes, vous allez travailler avec des intégrateurs, avec des sociétés de services. Voilà. Je me répète, mais désolé, mais la répétition est l'art de la pédagogie. Recrutez les partenaires qui vous considèrent comme stratégiques pour leur propre développement. Ça, c'est clé. Listez, préétablissez vos critères de recrutement. Je vous ai donné 7 rubriques. Et soyez très sélectifs en respectant ces critères de recrutement. Voilà. À l'international, moi, j'aime bien la notion de champion. Par pays, vous prenez 1 ou 2 champions. C'est pas mal d'en avoir 2 parce qu'ils peuvent s'émuler l'un par rapport à l'autre. Okay, testez ces gens-là, gérez-les, impliquez-les, et je pense que vous aurez de bons résultats. Et ensuite, n'oubliez pas d'utiliser les recommandations de vos clients implantés à l'international qui, eux, vont pouvoir vous orienter sur des partenaires existants. Donc, en termes de recommandations, si vous avez une expérience sur le marché français, ce que j'espère avant d'aller à l'international, déjà, faites un bilan des réussites et des échecs sur le marché français. Soyez strict sur le respect de vos critères de recrutement. Donc, chez PAD, nous, on a 2 approches là. On définit le portrait robot du client idéal. Et puis, d'un autre côté, on définit les critères à minima qui sont rédhibitoires pour le recrutement d'un partenaire. Par exemple, si le partenaire il fait moins de, allez, je dis une bêtise, moins de 20 personnes, ben on ne le prend pas. Okay, s'il a moins de 100 clients en base installée, on ne le prend pas. Voilà, ce genre de choses. Et puis, formaliser votre business plan. Alors, le recrutement, le démarrage des partenaires. Donc, vous avez compris que vous devez être attentif à la qualité de recrutement d'un partenaire, puisque, ça coûte cher, et que ce partenaire, c'est lui qui va conditionner la réussite de votre chiffre d'affaires dans les années à venir. Okay, pour ce faire, il faut que vous ayez une bonne proposition de valeur qui lui démontre que vous pouvez être stratégique pour son développement. Il faut que vous ayez un process de recrutement qui soit organisé, qui soit structuré. Ça ne s'improvise pas. Il y a des R1, il y a des R2, il y a des R3. Voilà. Et puis, vous avez ce fameux plan de démarrage des 100 jours. Alors, à l'international, moi, ce que je vous préconise, c'est de travailler avec des partenaires qui sont déjà habitués à travailler avec des fournisseurs internationaux. Okay, donc voilà, qui ont une certaine ouverture à ce niveau-là, qui ont une base client importante, parce que c'est là où on va trouver les premiers clients, et puis qui est bien entendu une bonne réputation, qui ait une compétence métier et technique en fonction bien entendu des usages que vous vendez, et puis la notion de force de frappe commerciale, c'est-à-dire le nombre de commerciaux
une cellule marketing, enfin, des gens qui soient vraiment orientés vers le business, qui ne se contentent pas d'être des suiveurs techniques. Donc, mes recommandations à l'international, prenez le temps de recruter. Okay, ne prenez pas le premier qui toque à la porte. Soyez très, très sélectifs. Pour ce faire, il y a des bases de données qui existent et qui répertorient tous les acteurs de la distribution alors informatique hein, en France, en Europe et aux US. Voilà. Et là, vous pourrez gagner beaucoup, beaucoup de temps parce que vous leur donnez vos critères de recrutement et vous sortent le listing des sociétés qui correspondent à vos exigences. Privilégiez la notion de champion, okay, la notion d'engagement, on en a parlé, okay, et puis sur les fameux 100 jours, soyez présent. Quoi. Une fois que vous avez signé le contrat, c'est là où il faut être présent chez le partenaire avec pour objectif de le mettre sur les bons rails et de signer une affaire le plus rapidement possible. Les programmes et les engagements des partenaires. La bonne pratique, c'est formaliser vos engagements vis-à-vis des partenaires sur un plan commercial, marketing, support, formation. Ça, vous savez faire. Par contre, demandez à vos partenaires de s'engager sur du chiffre d'affaires, une organisation, du support. Mettez en place une gouvernance. Je vous ai parlé de business plan annuel. Vous ne pouvez pas gérer de partenaires, surtout à l'international, si vous n'avez pas de business plan. Ça, alors là, ça me paraît tellement évident. L'objectif, c'est de rendre vos partenaires autonomes. Donc, pour ce faire, il faut leur mettre à disposition un portail avec toute la doc nécessaire et puis industrialiser les process clés, notamment la remontée de leads, les formations, le support. On a identifié une quinzaine de process liés à la vente indirecte. Alors, spécificité à l'international, adapter les engagements du programme à la réalité économique de chaque pays. Ouais, par exemple, je vais donner un exemple. Quand j'étais chez BEA, boîte américaine, il m'avait mis des contraintes économiques pour mes partenaires, comme si la France était l'équivalent de la totalité des US. Donc, j'ai dû leur expliquer que d'abord, l'Europe, ce n'est pas les US, que chaque pays a ses spécificités, a même son propre langage, parce que les Américains ne savent pas tout ça, et que les contraintes économiques ne sont pas les mêmes. Bon, revoir, suivant les pays, votre contrat de partenariat avec un avocat spécialisé dans l'international, okay, et puis traduire les supports documentaires essentiels en langue locale. Un point essentiel à l'international, investissez sur la formation. Quoi. Votre meilleur investissement vis-à-vis d'un partenaire, c'est la formation, la qualité de la formation que vous allez lui délivrer. Okay. Formation technique et j'ai rajouté commerciale. Parce que la formation commerciale, ce n'est pas simplement fournir 3 slides, un bon argumentaire, non. C'est apprendre au commercial le process de vente, comment répondre aux objections, comment faire une bonne démonstration, comment faire une proposition commerciale qui ne soit pas un torchon. Enfin bref, voilà. Mettez une pression positive sur vos partenaires, et ça, c'est le business plan. Okay, et avant de les recruter, vous leur faites remplir un dossier de candidature où ils vont, un, se présenter et deux, se poser les bonnes questions avant d'intégrer votre offre dans leur portfolio produit. Donc, par exemple, c'est est-ce que cette offre est stratégique pour vous? En quoi elle est stratégique? Dans 3 ans, quel pourcentage de chiffre d'affaires elle va représenter? Comment vous allez trouver vos 5 premiers clients? Comment vous allez financer le démarrage? Quelles sont les personnes que vous allez monter sur technique et commerciale que vous allez monter sur la plateforme? Quelles sont les opérations de marketing que vous allez vous envisager de faire et quel est le niveau de business que vous voyez sur les 18 mois qui viennent? Voilà, voilà ce genre de questions qui ne sont pas du tout intrusives, hein, mais qui vont lui permettre de prendre la bonne décision en signant avec vous. Et comme ça, vous éviterez de perdre du temps. Bon, le dernier point, enfin, un des points majeurs, je ne sais pas si c'est le dernier, mais c'est la profitabilité des partenaires. Donc, j'insiste pas là-dessus. Ce que je voudrais que vous, de mon discours, que vous reteniez que la notion de commission que vous versez est pas fondamentale. Quoi. Le partenaire, quelque part, il se fout de la commission que vous allez lui donner, pardonnez-moi du terme, si derrière, il va pouvoir générer du new business grâce à votre offre. Et c'est comme ça que vous devez positionner votre offre.
Alors, spécificité à l'international, alors là, je me suis beaucoup battu quand j'étais chez Digital avec les listes de prix, où à l'époque, on avait des listes de prix différentes par pays ou par zone. Donc, par exemple, au Middle East, mes distributeurs, ils allaient acheter mes PC aux US parce que c'était la liste de prix était plus attractive qu'aux US. Donc, il faut éviter absolument cette erreur. Et l'objectif, c'est d'avoir une liste de prix unique, tout pays confondu, ok. Et éventuellement, vous faites des aménagements par le biais de remise. Idem, dans votre cadre de votre proposition de valeur, pour calculer la profitabilité d'un partenaire, il faut adapter votre approche avec les coûts internes de chacun des pays pour que vous soyez réaliste. Voilà. L'idée, encore une fois, hein, c'est de vous asseoir autour d'une table avec le partenaire à recruter et de travailler avec lui sur ses perspectives de profitabilité sur les 3 ans qui viennent. C'est faire son job en réalité. Autre point important, condition de réussite, c'est l'organisation interne. Donc, la bonne pratique, c'est d'avoir bien entendu un responsable des partenaires qui sera responsable de ce business indirect. Ça veut dire que sur l'international, il vous faudra déléguer une personne qui va s'occuper de ces pays. Okay. Bon, il faut le programme, il faut les outils, j'en ai parlé. Moi, ce que je vous suggère, c'est de monter, c'est ce je fais chez tous mes clients, une équipe commando pour démarrer, représentant tous les départements de la société. Et ce commando va se réunir chaque mois, va faire un point. Et puis, par exemple, le responsable marketing qui sera dans ce commando va adresser les responsables marketing des partenaires. Idem pour le responsable service qui sera en contact avec les responsables du service chez le partenaire. Vous voyez, c'est créer tout ce maillage de relations. Et ça me paraît essentiel. Bon, le reste, je vous en ai parlé. Oui, n'oubliez pas quand même en termes financiers de prévoir un budget marketing pour créer la notoriété locale et soutenir votre partenaire. Et puis, n'omettez pas quand même l'importance du budget voyage parce que c'est relativement coûteux. Mais pour ça, vous avez la BPI qui peut vous aider. Il y a des assurances prospection qui vous permettent de financer en tout ou partie ces budgets. En conclusion, je pense que accéder à l'international, surtout si vous voulez démarrer à l'international via les partenaires, c'est une bonne solution. Okay. Et encore une fois, vous pouvez le faire de manière progressive avec démarrage sur les apporteurs d'affaires, les alliances, les channels et puis ensuite, pourquoi pas l'OEM. Ma recommandation, c'est avant de démarrer sur l'international, démarrer d'abord sur la France, établissez le framework, le cadre, le programme, les process, la stratégie et testez ça sur le marché domestique. Ayez une approche rigoureuse. Je ne vais pas vous faire l'affront de reprendre tout ce qu'on a vu ensemble. Mais par contre, il faut que vous soyez conscient qu'il y a un minimum d'investissement à effectuer. Il vous faut un responsable des partenaires à l'international. Il vous faut encore une fois tout ce programme partenaire avec son portail, ses process et surtout toute la doc commerciale. Okay. Et il vous faut un budget marketing pour aider le partenaire à démarrer. Et avec tout ça, je pense que vous n'échapperez pas à la règle de mes clients puisque le ROI attendu sur l'investissement, c'est de l'ordre de 18 mois et suivant les pays un peu compliqués, 24 mois. Voilà, en termes de bonus ici, je vous ai mis les 13 EP de la réussite. Ok, donc la préparation, hein, ça se prépare. L'aspect produit, l'aspect marché, l'aspect proposition de valeur, l'aspect pricing, le profil des partenaires, le programme d'engagement, les process clés, l'organisation, le business plan, la profitabilité des partenaires, et puis bien entendu en termes d'attitude, patience. Et puis j'ai rajouté un 13e P qui est celui de PAD Consulting, sachant qu'on est là pour vous aider puisqu'on a développé tous les outils à travers notre méthodologie pour vous aider à réussir. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, on a des formations inter-entreprises. On en a une début juillet. On intervient aussi dans le cadre de Stratexio, je crois, la semaine prochaine dans le cadre d'un club. On a des programmes de webinars.
On a des livres blancs, voilà, et puis bien entendu, on reste à votre disposition pour vous aider dans cette belle aventure. Est-ce que j'ai respecté le timing? C'est parfait.